Un cœur simple de Gustave Flaubert. Ce que j'aimerais faire, ce qui me semble beau, c'est de faire un livre sur rien. Un livre qui se tiendrait par son style. Volaille, battre le beurre, resta fidèle à sa maîtresse, qui n'était pas cependant une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809 en lui laissant 2 enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touques et la ferme de Géfos, dont les rentes montaient à 5 000 francs tout au plus. Elle quitta sa maison de Saint-Melaine pour y habiter une autre, moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison, revêtue d'ardoise, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où Madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris peint en blanc s'alignaient 8 chaises d'acajou. Un vieux piano supportait sous un baromètre un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Les domestiques, à propos de rien, était battue et finalement fut chassée pour un vol de 30 sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour et, comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors 18 ans. Ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colleville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois, et elle se tenait à l'écart, modestement. Quand un jeune homme d'apparence cossue et qui fumait sa pipe, les 2 coudes sur le timon d'un banneau, vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa. Brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement et en frôlant montrait à genoux devant l'enfant Jésus, et derrière le tabernacle, un groupe en bois représentait Saint-Michel terrassant le dragon. Le prêtre fit d'abord un abrégé de l'histoire sainte. Elle croyait voir le paradis, le déluge, la tour de Babel, des villes toutes en flammes, des peuples qui mouraient, des idoles renversées, et elle garda de cet éblouissement le respect du Très-Haut et la crainte de sa colère. Puis elle pleura en écoutant la Passion. Pourquoi l'avait-il crucifié, lui qui chérissait les enfants, nourrissait les pauvres, guérissait les aveugles, avait voulu par douceur naître au milieu des pauvres sur le fumier d'une étable.
les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont parle l'Évangile se trouvaient dans sa vie. Le passage de Dieu les avait sanctifiées. Et alors elle aima plus tendrement les agneaux, par amour de l'agneau, les colombes, à cause du Saint-Esprit. Elle avait peine à imaginer sa personne, parce qu'il n'était pas seulement oiseau, mais encore un feu, puis d'autres fois un souffle. C'est peut-être sa lumière qui voltigerait en exhalant des soupirs. Madame Aubin tremblait un peu. Elle lui proposa d'aller voir sa sœur à Trouville. Félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin. Il y eut un silence. Le bonhomme Liébard jugea convenable de se retirer. Alors elle dit « Ça ne leur fait rien. Ça ne leur fait rien à eux. » Sa tête retomba, et machinalement elle soulevait de temps à autre les longues aiguilles sur la table à ouvrage. Des femmes passèrent dans la cour avec un barde où dégouttelait du linge. En les apercevant par les carreaux, elle se rappela sa lessive, l'ayant coulée la veille. Il fallait aujourd'hui la rincer. Elle sortit de l'appartement. Sa planche et son tonneau étaient au bord de la touque. Elle jeta sur la berge un tas de chemises, retroussa ses manches, prit son battoir, et les coups forts qu'elle donnait s'entendaient dans les autres jardins, à côté. Les prairies étaient vides, le vent agitait la rivière au fond de... Elle entreprit de l'instruire. Bientôt, il répéta « Charmant garçon, serviteur, monsieur, je vous salue, Marie. » Il était toujours auprès de la porte, dans l'angle du perron. Plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondît pas au nom de Jacot, puisque tous les perroquets s'appellent Jacot. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour Félicité. Étrange obstination que Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins, il recherchait la compagnie, car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, M. de Houppeville, de nouveaux habitués, Onfroy, l'apothicaire, M. Varin, le capitaine Mathieu, faisaient leur partie de cartes, ils cognaient les vitres avec les ailes, se démenaient si furieusement qu'il était impossible de s'entendre. La figure de Bourret, sans doute, lui paraissait très drôle. Dès qu'il l'apercevait, il commençait à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l'écho les répétait, les voisins se mettaient à leurs fenêtres, riaient aussi, et pour n'être pas vu du perroquet, M. Bourret se coulait le long du mur en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière, puis entrait par la porte du jardin, et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de tendresse. On sortait des vêpres. Le délire de Félicité tomba. En songeant à la procession, elle la voyait comme si elle l'eût suivie. Tous les enfants des écoles, les chantres, les pompiers marchaient sur les trottoirs, tandis qu'au milieu de la rue s'avançait premièrement le Suisse armé de sa hallebarde, le bedeau avec une grande croix, l'instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles. 3 des plus mignonnes, frisées comme des anges, jetaient dans l'air des pétales de rose. Le diacre, les bras écartés, modérait la musique, et 2 encenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement que portait, sous un dais de velours ponceau, Monsieur le curé dans sa belle chasuble. Un flot de monde se poussait derrière, entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons, et l'on arriva au bas de la côte. Une sueur froide mouillait les tempes de Félicité. La Simone l'épongeait avec un linge
en se disant qu'un jour il lui faudrait passer par là. Le murmure de la foule grossit, fut un moment très fort, s'éloignait. Voilà. Merci. Voilà. Bon alors, je vous demande un peu pardon parce que j'ai fait ce qui est inacceptable pour un comédien, enfin, si tant est qu'on peut être un comédien face à ça, c'est que j'ai été pris par l'émotion, et puis ça, c'est pas bien du tout parce que l'émotion, c'est pas tellement à moi de l'avoir. Le problème, c'est que c'est pour moi le plus grand livre. Je croyais qu'il y en avait un, mais il y en a un plus grand, et je pense que ce que je vous ai lu est pour moi le plus grand témoignage, la plus grande œuvre sur l'être humain. On se demande pourquoi les gens... enfin, alors je sais pas, c'est difficile la lecture. J'en ferai un jour ou l'autre un spectacle, donc je vais m'y mettre, vous voyez la difficulté. Je vais faire un jour un spectacle sur ça, parce que j'étais désorienté. C'est une salle qui est... Une fois, j'ai été convoqué pour faire Rien à cirer. Après, je me retrouve dans la même salle. Je me dis donc là, attention, je vais un cœur simple, la guerre dehors, les grèves, et j'arrive là. Et ce qu'il y a de génial et d'épouvantable dans ce roman, c'est qu'il y a 20 pages où il n'y a rien. C'est-à-dire que même là, je ne l'ai pas négocié, j'ai trahi, j'ai fait, comme dit Thomas Bernhardt, un pacte. J'ai fait un pacte parce que j'ai essayé quand même de vous rendre intéressant.